Il passe une semaine de merde. Hein. S'il t'est battu le week-end, toute la semaine, c'est de la merde. Hein. Alors si t'es battu le week-end, tu te balades en ville, tu te balades pas trop. Il démarrait toujours en quart de tour, etc. Et on avait mis sa voiture sur le terrain, et on avait mis les deux buts, les deux grands goals l'un contre l'autre, et on avait attaché avec des cadenas, et tout le monde s'était barré. C'est pas donné à tout le monde. Mais comme quoi, le football, ça joue à des détails. Voilà. Et il y en a d'autres qui sont passés à côté de carrière parce qu'ils n'ont pas eu justement ce brin de réussite. Parler un peu de ton parcours aujourd'hui et notamment tu vas démarrer par te présenter parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne te connaissent pas et du coup ce sera l'occasion de partager un peu ton histoire et de te présenter. Parfait, moi c'est Woti Kevin, bruxellois de base, c'est peut-être pour ça qu'on ne me connaît pas trop dans la province de Luxembourg. Je suis arrivé ici il y a pratiquement 10 ans maintenant, que je suis dans les Ardennes, que je ne quitterai plus d'ailleurs, hein. Je suis adopté, hein. Maintenant je suis devenu un Ardennais, on me considère comme tel, sauf parfois quand on me charrie un petit peu, on revient sur le petit bruxellois, mais voilà, je me plais très bien par ici, et content d'être là avec toi, d'être invité, hein. Au-delà de ça qu'on a travaillé ensemble, mais ça fait plaisir qu'on est sur un autre projet ici tous les deux et que tu m'invites sur ton émission. Pour la petite histoire, j'ai connu Kevin à Proximus, et exactement. Du coup on a travaillé ensemble et puis j'ai un peu découvert un autre homme aussi à travers le foot, etc. Parce que personnellement, je ne te connaissais pas avant, ton parcours, etc. Et en préparant cette émission, j'ai appris à connaître encore d'autres choses que je n'étais pas du tout au courant et que vous allez découvrir tout au long de cette émission qui va être, je pense, très spéciale et ça va être très fun. Du coup, pour ton parcours, explique-nous un peu tes débuts en tant que jeune, parce que tu as démarré au RWDM. Et donc, du coup, explique-nous un peu comment ça se passe. J'ai commencé au RWDM, moi je suis bruxellois de base, donc je suis né à Anderlecht. J'habitais en face du stade à Molenbeek, donc à 6 ans j'ai commencé à jouer au football. Mon père était lui-même gardien de but, donc ça me tenait à cœur que je joue au foot. Voilà, le terrain était juste en face, j'ai commencé en diablotin à Molenbeek. D'où je suis devenu supporter par la suite, hein, parce que mes premiers matchs de football, on est tous passés par là, un gamin. Hein. Toi, c'était peut-être Virton, je sais pas. Moi, c'était Molenbeek. Hein, donc, j'avais 6 ans, j'allais à Molenbeek avec mon grand-père, voir les matchs tous les week-ends. Et je suis tombé amoureux du club et du football là-dessus. Et après, voilà, j'ai grandi avec le club au suivant des années, hein, que ce soit en première division, en deuxième division, hein, mais toujours à un niveau national. Donc, on jouait les matchs sur les mêmes séries que les équipes de première division, hein, donc que ce soit Bruges, Standard, etc., au niveau national. Jusqu'à la faillite du club, où là j'ai dû évidemment quitter l'RWDM. Et du coup, ça a été impressionnant parce que tu commences déjà les jeunes dans un club qui est en Division 1. Donc du coup, l'éducation sportive, elle était impressionnante. Oui, elle est impressionnante. C'est un peu obligé hein, dans tout centre, alors maintenant peut-être encore plus qu'avant, mais dans tout centre de formation, moi je dis toujours, allez, le football c'est un peu l'école de la vie. Hein. C'est vraiment ça, hein. Tu penses que ce soit pour le boulot, où tu te retrouves toujours par rapport au football, par rapport aux valeurs, la discipline, etc. C'est hyper important et quand tu es dans un niveau national comme ça, évidemment la discipline, elle est importante, hein, chose qu'on n'a pas forcément ici dans la province quand on voit certains jeunes. Mais voilà, c'est autre chose. Quand on est à Bruxelles, on a un rêve, il est de jouer soit à l'Union Saint-Gilloise maintenant, de nos jours, avant peut-être moins, mais il est soit de jouer à l'Union Saint-Gilloise, soit de jouer au Sporting d'Anderlecht, ou soit de jouer à Molenbeek. Et quand on goûte à ça et qu'on voit tous les matchs les week-ends, les stades remplis et tout ça, évidemment, ça nous donne envie d'en faire notre métier. Et c'est ce qui fait que, évidemment, on progresse et on espère. Évidemment, il y a beaucoup de joueurs, il y a peu d'élus. Forcément, ça, c'est bien connu. Mais l'objectif est là. Hein, c'est ce que je dis toujours un peu ici, c'est un peu l'inverse. Ici, on est jeune, je dis toujours, ok, ouais, quand tu es jeune et que tu commences à jouer au foot, pourquoi tu joues au foot? Quel est ton but? Est-ce que ton but est de jouer à B ou est-ce que c'est de jouer à Virton? Est-ce que ça donne réellement envie, entre guillemets, hein? Ou de dire, ok, je joue au Standard, c'est pas trop loin, etc. Mais là, évidemment, on a un but, on a un objectif, on s'entraîne, on joue sur le terrain 1, on s'entraîne, on va voir les matchs les week-ends, on monte, on voit des jeunes y arriver, monter dans l'équipe première, ça donne envie, et forcément, ça passe par la discipline, comme tu le dis, hein, les présences aux entraînements, faire des sacrifices, une fois qu'on arrive à un certain âge. C'est soit tu bifurques vers les sorties, les potes et tes copines, ou soit tu vas dormir plus tôt parce que le lendemain t'as match et tu fais les choses. Et il y a toujours, dans une formation des jeunes, il y a les 9-10 ans où tu dis, tiens, surtout de nos jours maintenant, est-ce que je reste chez moi plutôt jouer à la PlayStation, est-ce que je continue à sortir dans le froid au foot? Et il y a l'âge de 14, 15, 16 ans où tu te dis, ok, est-ce que je continue à aller aux entraînements ou me lever le matin pour aller à un match, ou je préfère aller boire mon verre?
Et ça, c'est les 2 périodes à passer dans tes classes de jeunes à faire. Et donc voilà, moi j'avais toujours un objectif, et même quand j'étais petit, je mettais dans mon carnet à l'école, quand le prof te demandait toujours, on a tous cette question quand on était à l'école, mais qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand? Je l'ai encore à la maison, je peux te mettre, j'ai mis joueur de foot professionnel. Tu étais déjà focus, dès que tu étais petit, tu étais déjà en mode, dans ta tête, discipliné, à dire je vais faire tous les sacrifices pour être footballeur professionnel. Tu t'étais déjà vu J'ai toujours été discipliné, moi personnellement, même si je suis quelqu'un de nonchalant, un peu tranquille, un peu à la cool, j'ai toujours été discipliné, j'ai toujours eu ce respect à la hiérarchie, etc. Donc j'ai toujours fonctionné, j'ai toujours été dans les clous, je ne suis pas quelqu'un qui était borderline à l'époque. Donc voilà, et comme je te dis, tu vas voir les matchs avec ton grand-père, tu vas voir le Standard, tu te remémores une victoire 3-2 avec un but à la dernière minute de Workoteren contre Anderlecht. Tu vois ces matchs-là, ça te fait rêver, ça te fait grandir. Et évidemment, au fur et à mesure, tu grandis, tu montes les échelons, ok, tu arrives minime, cadet, tu arrives en scolaire, tu te dis, ok, je suis toujours là, j'arrive junior, ok, tu es proche d'arriver peut-être au sommet de la pyramide, et à partir du moment, c'est soit tu la franchis, soit tu restes sur le pas de la porte. Ouais. Voilà, mais c'est clair que tu as un objectif quand même de jouer, de vivre de ça déjà dans un premier temps, parce que c'est le plus beau métier du monde, on ne va pas se cacher, forcément, mais aussi, voilà. Et du coup, tu pars, tu fais tes classes à Molenbeek, et puis après tu pars à Tubize. Vers quel âge Je devais avoir j'ai eu le permis quand j'étais à Tubize, donc je devais avoir 17 ans, un truc comme ça. 17 ans, ouais. En fait, Molenbeek, à la fin, j'avais beaucoup de problèmes parce que j'étais trop petit. En fait, toutes mes catégories, j'ai toujours été... d'être trop petit. Maintenant, je suis à 1m95. Mais toutes mes catégories, j'étais le plus petit de l'équipe, tout le temps. Et j'étais gardien de but. Et on sait que gardien de but, à l'époque, et même encore maintenant, on aime bien les grands. On aime bien les grands. On regarde à la taille et à la limite, la qualité technique, etc., elle passe peut-être un petit peu aux oubliettes et on va voir et on va juger sur la taille. D'ailleurs, on m'avait fait à l'époque à Molenbeek passer des examens à l'hôpital pour voir si j'allais grandir, etc. On avait dit que j'allais faire entre 1m80 et 1m85, justement parce que j'avais des qualités pour, mais il me manquait la taille, donc ils voulaient voir un petit peu si j'allais grandir réellement. Sur la fin, je ne jouais plus, j'étais mis à l'écart, etc., justement parce que j'étais trop petit et à ce moment-là, le club avait décidé de toute manière d'arrêter avec moi parce qu'au niveau de la taille, je ne suivais pas. Et c'était Eric Deleu, mon entraîneur à l'époque des gardiens à Molenbeek, et que je retrouve après à Tubize, qui lui m'avait dit que j'étais trop petit. Et qu'à Tubize, il te fait jouer. Et que je retrouve à Tubize, sauf qu'à Tubize, je passe de 1m65 à 1m95. Ah ouais, grosse progression au niveau de la taille. Et j'aime à le dire aussi encore souvent, c'est que quand tu es grand trop tôt, tu joues sur ta taille. Tu as l'habitude, tu connais petit, tu joues sur ta taille. Pourquoi? Parce que tu joues sur une facilité. Quand tu es petit très longtemps, tu compenses. Tu compenses avec l'expérience, etc. Et à partir du moment où tu attrapes la taille, tout devient plus facile. Ouais, bien sûr. Parce que tu as dû gérer avec la petite taille, tu as fait en fonction, tu as procuré ton jeu de cette manière-là. Et une fois que tu grandis, après, ok, c'est facile. Je le faisais déjà quand j'étais petit, alors maintenant avec la taille, voilà, c'est beaucoup plus facile. Et du coup, tu es à Tubize, etc. Est-ce que tu es dans la même catégorie ou même tranche que des Nazars, etc. Ou ils n'étaient pas encore là à l'époque? Ils étaient là, ils étaient chez les jeunes. Leur papa était entraîneur d'ailleurs chez les jeunes. J'arrive à Tubize, déjà, je voulais arrêter le foot, pour le dire. C'est vrai qu'après à Molenbeek, je ne l'ai pas dit. Mais je voulais arrêter un peu le foot, ça m'avait un petit peu saoulé. On me disait que c'est trop petit, machin bazar. Voilà, c'était les commentaires. Psychologiquement. Ouais, voilà, et mon père vient me chercher, je suis à la maison, parce que mes parents ils sont divorcés, mais mon père vient une fois à la maison, il vient me chercher, il me dit Kevin, voilà, à Tubize, j'ai le fils d'un de mes amis qui entraîne chez les juniors là-bas, il veut bien que tu viennes, ils sont complets au niveau des gardiens, ils n'en ont pas besoin, mais il veut bien que tu viennes t'entraîner, etc. Et il me demande, il me dit écoute, Kev, le sacrifice, s'il te plaît, fais-le pour moi 1 an. Et puis tu verras bien, quoi, tu vois. C'est à Tubize, c'est pas tout près. Moi, j'habite à Dilbeek à ce moment-là. Mon père me dit ok, mais moi je vais venir te chercher, on va aller au foot, je vais t'apporter, je vais te déposer, etc. Et donc je suis arrivé comme ça à Tubize au début où je m'entraînais, mais je ne jouais même pas les matchs. Parfois j'allais sur le banc en junior provinciaux, quoi, tu vois. Après, tu avais le soutien de ton père. Ouais, je l'ai fait pour mon papa. Parce que comme je t'ai dit, mon papa était joueur, il était gardien, donc il s'y connaissait un petit peu, il connaissait mes qualités, donc il croyait en moi tout simplement. Comme chaque papa croit à son enfant, peu importe. Mais voilà, il croyait en moi et il m'y a amené et au final, il a eu raison et je le remercie. Bien sûr. Et du coup, à Tubize, tu commences à grimper les échelons. Tu t'intègres l'équipe première à Tubize
vers 2002-2000, voilà, en tout cas ta période 2002-2007 à Tubize. Et au début, ça se passe comment? Parce qu'un petit jeune qui arrive, j'imagine que entre gardiens, l'entente elle est comment quand il y a un petit jeune qui débarque dans le trio? Il n'a pas peur de moi. Bien sûr. Il n'a pas peur de moi, je suis un petit jeune, j'arrive, je suis là, il ne me voit pas arriver, le garçon. Non, mais c'est la vérité, il ne me voit pas arriver, il me voit un garçon, Tubize, c'est toujours une équipe qui a été à maximum au plus loin, promotion, 3e division, c'est pas un club emblématique entre guillemets, donc t'arrives là, je fais chez les jeunes 2 ans, je fais très bien, puis j'arrive un peu dans l'équipe première comme 4e gardien entre guillemets, et à la trêve je passe 2e. Et le 2e tour, je le fais sur le banc à la trêve. Et cette année-là, on fait champion d'ailleurs avec Tubize, on monte en 2e division. Hein. D'accord. Et du coup, à partir de quel moment tu deviens un titulaire indiscutable à Tubize ou Ici, donc on monte, hein, je suis 2e gardien, on monte en D2. Et là, je passe 3e gardien de nouveau parce qu'ils vont chercher Wilfried Godard. Donc c'était Sébastien Cousin qui était gardien numéro 1. Ils vont chercher Wilfried Godard parce qu'évidemment, tu montes en 2e division. Tu ne peux pas rester avec Wouti Cousin dans les buts, forcément. Il va chercher un gardien d'expérience qui a eu 300, 400 matchs en première division. Wilfried, là, joué à Molenbeek, comme moi j'y étais. Donc il va le chercher, donc moi je passe automatiquement en 3e, mais ok, il n'y a pas de souci, en 2e division, je passe 3e, j'apprends, je suis avec Wilfried Godard, Sébastien Cousin, qui sont comme 2 très bons gardiens, j'ai un bon entraîneur des gardiens, Eric Deleu d'ailleurs que je te dis, donc ok, je vais jouer tous ces vendredis soirs en équipe réserve, donc à ce moment-là ça me convient, donc il n'y a pas de souci avec ça, et là on fait une très grosse saison, on fait le tour final. Tubize qui est quand même un exploit, donc Tubize qui vient de monter fait la première année en D2, tour final pour monter en première division, et on joue le dernier match à Ostende pour monter, et il nous fallait un point, et je pense qu'on encaisse à la 82e, on prend le 1-0, et Ostende monte cette année-là, et nous on reste en 2e division. L'année d'après arrive, Wilfried Godard arrête, il a des problèmes de santé, ses genoux, etc. Et là il garde avec Sébastien Cousin et moi, et évidemment il faut chercher un 3e gardien parce qu'il n'y en a pas. Et là, ils veulent aller chercher Alexis Sakalis, qui venait de faire une bonne saison en 2e division à Denderleeuw. Hein. Sauf que sur le début de championnat, Cousin se blesse sur un match avisé. Il se blesse. Donc, Alexis Sakalis venait de signer début de semaine, je pense, sauf que son affiliation n'allait pas être apte pour le week-end jouer le prochain match. Ça se joue à deux jours près. Ouais, mais c'est ta chance. Ça se joue à 2 jours près. Il est qualifié, dans mon sens, il ne me met pas. Je n'ai pas l'expérience de la D2, moi je viens d'une équipe réserve, je n'ai pas l'expérience, il ne me met pas. Lui il vient de jouer une année complète en 2e division, on joue contre Maasmechelen, il va le mettre, sauf qu'il n'est pas qualifié, et là c'est là que j'arrive, et que je dois jouer ce match-là. J'arrive, on joue contre Maasmechelen, un grand Maasmechelen avec Utaka, Pelic, qui a eu des buts à Westerlo pendant des années, Ivan Pelic, et là je fais un tout gros match. Je fais un tout gros match comme si j'avais été toute ma vie dans les buts. Donc calme, sérénité, jeu au pied, ballon aérien. Expérience, mais ça c'est parce que c'est aussi ma nature d'être calme, de ne pas être quelqu'un de stressé et quelqu'un de tranquille dans les buts. Moi, je ne joue pas ma vie dans un but, je suis tranquille, je fais ce que je sais faire et voilà, je ne me mets pas de pression, je me mets pas de pression inutile. C'est ça la force des grands gardiens, je pense que... Mais tu peux être un gardien d'entraînement ou un jour d'entraînement, il y en a 10 000 des jours d'entraînement. L'entraînement, le garde, quand ils arrivent en match, les gens qui tremblent et ils ne savent plus, il y en a énormément, et pourtant qu'ils ont un talent beaucoup plus élevé que certains, mais c'est juste dans la tête, ça ne fonctionne pas, et le football c'est ça aussi, hein, c'est pas que la qualité, c'est aussi le cerveau, et c'est cérébral comme sport aussi, donc il y a plein de choses qui rentrent en compte, et là je fais mon match, et puis la semaine d'après, l'autre il est qualifié, Sébastien Cousin est toujours blessé, évidemment je viens de faire un gros match, donc il me garde encore, et je fais encore un gros match, et puis on va gagner contre l'Antwerp 2-1, je fais un assist à la dernière minute, je sors tout, puis on va à Zulte-Waregem qui jouait le titre, qui était l'équipe pour être champion, on joue 80 minutes à 10, je sors tout, et puis c'est parti. C'est impressionnant que ça se joue à 2 jours près. Le foot, c'est une question de chance aussi parfois, et là c'est impressionnant de se dire à 2 jours près, en fait ta carrière elle n'est peut-être pas la même qu'elle est à l'heure actuelle. Alors moi, c'est dans ce cas-là pour jouer, mais allez, à l'Antwerp, j'ai fréquenté des joueurs aussi qui ne jouaient pas. Allez, il venait de Saint-Tron, Adamo Koulibaly, il vient de Saint-Tron. Il marque 15 buts en première division, Saint-Tron descend, c'est un descente avec Mignolet, etc. Saint-Tron, il le liquide, il arrive chez nous, à l'Antwerp. L'Antwerp était géré à l'époque par un entraîneur serbe et tout ça, il y avait d'autres attaquants serbes qui venaient d'Argent, c'est le football à ce moment-là. Il ne le fait pas jouer, le mec joue pratiquement pas la saison, il joue, je sais pas, il fait des briefs de match, entre guillemets. L'année d'après, il quitte.
il va à Debrecen, il se qualifie pour la Ligue des Champions, il marque contre la Fiorentina, il marque contre Liverpool, il marque contre truc. Mais s'il avait joué avec nous et qu'il avait été bon, jamais le club l'aurait laissé partir. Il n'aurait jamais joué là-bas. Et puis il ne serait pas parti à Lens. Il n'aurait pas marqué contre le PSG, Parc des Princes, en traversant tout le terrain, balle au pied, en mettant une frappe croisée. Le mec, il était à côté de moi, il ne jouait pas. Ouais. Parfois, il y a des joueurs comme ça qui ne. C'est malheureux, mais ça se joue parfois à pas grand-chose. Il y a des joueurs qui explosent. Un qui est flagrant, Jérémy Doku, il était critiqué au possible à Anderlecht. Et il explose à Manchester. C'est impressionnant. Donc, il y a des joueurs comme ça, voilà, il faut être fort mentalement, je pense. Un club n'est pas l'autre, une année n'est pas l'autre. C'est ça. Il y a des joueurs, ils arrivent à se mettre en mode, voilà, et ils effacent la saison et ils remettent le moulin à vapeur directement. Et ça, c'est une force. Il faut pouvoir le faire, bien sûr, c'est une force. C'est pas donné à tout le monde. Mais comme quoi, le football, ça joue à des détails. Voilà. Il y en a d'autres qui sont passés à côté de carrière parce qu'ils n'ont pas eu justement ce brin de réussite. C'est ça. Et du coup, à Tubize, tu vas jouer quand même avec pas mal de très bons joueurs, et notamment Yves Bjolings. Alors, je ne sais pas si je le dis bien correctement, mais il a joué quand même par Bruges, RWDM, que je connaissais, Beveren, et du coup, c'est quand même pas mal. David Van der Broek, j'arrive pas à le prononcer, mais c'est pas grave, il m'excusera s'il regarde la vidéo. Du coup, il est passé par Zulte, Courtrai, Antwerp. Donc, j'imagine qu'en tant que jeune, pouvoir jouer avec des joueurs comme ça, même si c'est pas le même poste, ça apprend énormément d'expérience, etc. Ouais, Yves Billings, je le connaissais de Molenbeek parce que moi j'allais voir, comme je t'ai dit, j'allais voir tous les matchs, j'ai supporté Molenbeek, c'est lui qui claquait les buts à Molenbeek à l'époque, il était chaque fois dans les meilleurs buteurs de la D1 ou de la D2 comme Molenbeek était en D2. Donc c'était un plaisir de le retrouver et en fait son sens du but qu'il avait en D1, je l'ai retrouvé face à moi dans les entraînements. Donc voilà, ce mec avait un sens du but incroyable, il était toujours au bon endroit. Il avait un aimant, il a tiré tous les ballons, c'était pas possible. D'ailleurs cette année-là à Tubize, il en claque, je crois qu'il fait meilleur buteur, je sais pas combien il en claque, mais il en m'a crevé. David Van den Broek, on a commencé ensemble, il venait de Nancy, il a été formé au centre de formation à Nancy avec Christophe Dezy. Lui, il était international chez les jeunes, il avait été amené à l'époque par Philippe Saint-Jean et on avait commencé ensemble d'ailleurs en D2 à Tubize. Après, il y avait Le Point, il y avait Joachim Onunga, il y avait Habib Abibou, il y avait Salas Bay, il y avait Samba Diawara qui était encore l'entraîneur de Reims l'année passée, Frédéric Stiman qui était de haut standard maintenant, qui avait l'expérience. Et du coup, par rapport à toutes ces années-là, est-ce que tu as une anecdote un peu particulière de ton passage à Tubize? Une anecdote. Il y en a des anecdotes, on ne peut pas les dire. Non, on ne peut pas les dire tous. Une anecdote, on avait une équipe de fêtards, de sorteurs aussi. J'ai eu la mène à Antwerp, mais on avait une équipe de sorteurs. Mais non, à Tubize. C'était une autre époque, parce que quand je parle à des joueurs de Virton, etc. à l'époque, et que je vois au niveau de leur l'esprit de fête après le match, etc. Ça se perd, j'ai l'impression, maintenant, dans les cohésions. Ouais, peut-être. Nous, on était des bons groupes. J'ai eu de la chance de chaque fois passer par des clubs où alors à Antwerp, c'était encore différent, parce qu'il y avait une nationalité différente, etc. Mais que ce soit à Tubize, l'ambiance était vraiment top, elle était vraiment bonne. C'était vraiment un top club pour ça. Mais voilà, maintenant, une anecdote. Je réfléchis, mais je vois pas spécialement, mais si ça me revient pendant qu'on discute, je reviendrai dessus. Ça marche. Et du coup, on passe à l'Antwerp, du coup en deuxième division, mais au tableau, parce que Antwerp joue, les premiers rôles chaque année quasiment. Et il y a un truc qui se passe, c'est que tu quittes Tubize, et les Tubize, montent avec, en étant deuxième. Il n'y a pas des remords à ce moment-là, tu te dis pas purée. Comment ça s'est passé quand j'étais à Tubize, j'avais déjà eu plusieurs offres. J'avais eu à l'époque l'offre de la Louvière. Quand Proto est parti à Anderlecht, je devais aller à la Louvière pour concurrencer Cordier. Donc, Division 1. Michael Cordier, Division 1. Donc, Michael Cordier, ça devait être moi. C'est ça, très bon gardien. J'avais été avec Moji discuter au Sporting de Charleroi pour suppléer Bertrand Laquet à l'époque. Ça ne m'intéressait pas trop parce que, évidemment, je joue en D2 et Bertrand Laquet, tu ne bouges pas comme ça. S'il te fait pas une déchirure ou une commotion cérébrale et qu'il est. C'était un des meilleurs gardiens de la Division 1. Donc, tu ne bouges pas, mais ils ont pris Damien Lahaye derrière, après qui a fait quand même une bonne carrière aussi. À ce moment-là, j'ai d'autres clubs aussi et j'ai l'Antwerp qui vient, mais je suis encore sous contrat pendant 1 an en fait.
Ils viennent me visionner. J'ai le Sporting de Charleroi qui est encore là. J'ai d'autres équipes. L'Antwerp viennent me visionner et ils font une offre à hauteur de 40 000 € pour mon transfert. Et au fait, mon transfert est refusé par Tubize. Ils ne veulent pas me laisser partir à ce moment-là. Et moi, je voulais absolument aller à Antwerp. Le gardien, c'était Pedro Aristovic à l'époque. Il devait aller au GBA. Il devait faire le pas au GBA. Philippe Saint-Jean voulait absolument prendre Thierry Berkmans comme gardien avec moi parce qu'il avait l'expérience, il aimait bien les gardiens plus âgés, etc. Donc, dans ma tête, je m'étais dit, ok, Antwerp là, c'est un bon plan, il faut que j'y aille. Et voilà, ça a duré des mois, ils ne m'ont pas laissé partir. Et je ne sais pas si tu connais dans le football, il y a la loi 78. Non, très honnêtement, explique. La loi 78, c'est ce qui te permet de démissionner. D'accord. Okay. Normalement, ça ne se fait pas. Pourquoi ? Parce que les clubs ne prennent jamais des joueurs qui font la loi 78. J'avais entendu, ça ne porte pas le nom par rapport à un joueur, justement. Voilà, c'est ça. La loi 78. C'est bien ça que Marouane a fait au Standard, je pense, quand il va à Everton. J'avais entendu justement parler de cette loi. Moi, j'ai fait cette loi 78 parce que je voulais absolument quitter Tubize. Et donc, j'avais remis cette loi. Donc, j'avais démissionné officiellement de Tubize. Je risquais 6 mois de suspension, plus je devais payer mon année de contrat qui me restait. Donc, ça, l'Antwerp voulait bien le payer, mais je risquais peut-être 6 mois. Mais bon, il allait y avoir des avocats, peut-être 10 matchs, peut-être 6 mois, peut-être rien, etc. Et puis, l'Antwerp est arrivé derrière et on dit que voilà, il a fait la loi 78. Maintenant, je te donne 80 000 à prendre ou à laisser. Parce qu'ils ont demandé 250. Hein. À l'époque, c'était énorme, 250 000. Oui. Bah, surtout pour un gardien. Pour un gardien, machin bazar, c'était quand même énorme. Pour un transfert de D2 à D2, donc il faut quand même être réaliste. À savoir que ce n'était pas les mêmes prix quand même. Ouais, voilà, mais bon, ils pensaient que comme c'était l'Antwerp, ils ont les moyens évidemment et qu'ils peuvent payer tout et n'importe quoi. Or, le président Eddie Waters ne voulait pas, et donc l'Antwerp a accepté les 80 000, ce qui fait que j'ai pas dû finalement. On a déchiré le papier de la loi 78 et je suis parti sur un transfert classique. Hein. Et là, je suis arrivé à l'Antwerp cette saison-là, et effectivement. Tubize l'année d'après, au tour final, sur le dernier match chez nous à la maison, où soit évidemment on gagne, on part sur un test match, et si on match nul ou battu, c'est Tubize qui monte et c'est Tubize qui monte. Ça doit être. Surtout que c'est tous tes anciens potes, déjà tous mes potes en face. Et du coup, tu joues le match pour monter, pour tes anciens potes que tu viens de quitter, et c'est eux qui montent, quoi. Ouais. Comment on se sent après ça ? Non, aucun regret parce que je voulais absolument à l'Antwerp. Surtout que la saison ne s'est pas passée forcément comme je le souhaitais. Parce que finalement, Hristovic n'a pas été au GBA parce qu'il avait une clause dans son contrat qu'il ne savait pas, etc. Ça a traîné et finalement il est resté chez nous. Hein, donc il y a une option qui a été levée, donc il est resté. Donc il a joué tout le premier tour, puis il s'est blessé. Moi j'ai joué tout le deuxième tour. On s'est qualifié pour le tour final à ce moment-là. Et la veille du dernier match du tour final, contre le Lierse, on commençait le premier match. Normalement, c'est moi qui dois jouer. Donc, il vient, il nous appelle, il dit ouais, Kevin va faire le tour final, etc. Et le jour du match, il nous appelle tous dans le bureau. Et finalement, Kev, tu ne joueras pas, ça sera Hristovic qui jouera parce qu'il est dans sa dernière année de contrat et parce que je lui dois bien ça pour tout ce qu'il a fait pour moi. Donc voilà, je me retrouve sur le banc aussi pour faire ce tour final. Et sur le final, évidemment, on le perd face à Tubize. Mais zéro regret parce que si j'avais été à Tubize, si j'y étais resté, peut-être qu'avec moi dans les buts, ça n'aurait peut-être pas fonctionné comme ça aussi. On ne sait pas. On sait pas. Évidemment. Donc voilà, non, pas de regret par rapport à ça. Surtout qu'après leur montée, comme j'avais joué qu'une demi-saison avec l'Antwerp, ils sont revenus à l'attaque pour que j'aille jouer à Tubize en première division justement. Et l'Antwerp ne m'a pas laissé partir à ce moment-là. Regardez. Denderley aussi d'ailleurs. Denderley aussi, j'avais discuté avec Denderley mais ils n'avaient pas voulu me céder. Qui était aussi en D1. D'accord. Oui, à l'époque, Dender était aussi monté. Ils ont pris Van Steenberg. Non, c'est Lemens, ils ont pris Lemens qui venait d'Espagne. Lemens dans les buts, ouais. D'accord. Et du coup, à l'Antwerp, tu as un peu expliqué comment ça se passe ton transfert, etc. Maintenant, tu rencontres aussi, et là, honnêtement, tu rencontres énormément de joueurs qui sont encore en activité à l'heure actuelle et dans des clubs comme Michael Keane qui joue encore à Everton à l'heure actuelle, impressionnant, qui avait 19 ans je pense à l'époque, qui était très très jeune. Et du coup tu as d'autres personnes évidemment, Jeffrey Hermans, donc c'est quand même impressionnant de voir tous ces joueurs-là à l'entraînement, j'imagine. Franchement, quand tu quittes Tubize et que tu arrives à l'Antwerp, tu passes de la maternelle à l'UNIF. Ah oui, c'est une autre planète, quoi. C'est autre chose, rien à voir. T'arrives au niveau professionnel. Oui, tout. T'arrives, t'es 30, 35 personnes à l'entraînement.
t'as 2 Kazakhs, t'as 3 Serbes, t'as 2 Argentins, t'as un Polonais, t'as des anglophones, t'as des Français, t'as des Africains. T'as 1000 nationalités différentes. Et toi, t'arrives là, tu viens de Tubize, tranquille, tu te mets un peu dans le truc. Franchement, c'est pas évident. La chance que j'ai eue aussi, c'est d'arriver là avec des amis et des joueurs que je connaissais, Philippe Fossier, qui est venu en même temps, donc qui a quitté Virtus en même temps que moi pour l'Antwerp. Marco Barsin aussi, qui a quitté Virtus en même temps que moi pour l'Antwerp. C'est dans mes stats, tu as joué quand même avec Thomas Fibel, Benjamin Lambeau, Philippe Fostier, Théo Deforny un peu plus tard, mais tu as joué avec pas mal de personnes qui sont passées avant ou après. Donc c'est impressionnant, quoi. Donc on arrivait à 4-5 francophones comme ça, qu'on se connaissait, Stavros aussi, c'est Manuel Kemongi avec qui joue à Tubize. Donc allez, je suis arrivé avec un groupe quand même déjà pas seul, entre guillemets, pas de gens j'arrive, je connais personne. Il y avait Alex de Gregorio qui était déjà là, c'était le capitaine, Alex de Gregorio qui a joué à Genk, etc., qui est un grand joueur en D1 aux Pays-Bas, qui était hyper cool, qui était un peu mon traducteur, parce que c'est aussi, moi je suis arrivé, ça parlait en anglais là-bas. L'entraîneur il était de Manchester. Même pas en néerlandais, l'entraîneur c'est un anglais, donc c'est un entraîneur de Manchester. Donc avec tous les étrangers que tu as dans l'équipe, tout est en anglais. Moi, je parle pas anglais, donc je suis arrivé là, je parle pas anglais, donc c'est des Gregorio qui devait chaque fois me traduire ce que le coach disait, ou quand j'avais une réunion avec le coach, il devait être à côté de moi pour me traduire, etc. Donc ouais, non, tu arrives, c'est un cap en plus, tu t'entraînes, il y a 150 personnes à tous les entraînements pour voir l'entraînement. Tu peux pas te cacher quand tu as 150 personnes qui te regardent. Non, bah non. Tu dois te... Et en plus, ça doit être une motivation supplémentaire de faire un entraînement de fou. Ouais, bah, tout est réuni. Les terrains, c'est pas le terrain synthétique première génération à Tubize, toi, c'est pas le terrain en dessous qui allait comme ça, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas encore le centre national de Tubize, donc forcément on s'entraînait. Tu as connu le terrain de... Sur la fin, il y avait le centre national, on pouvait s'entraîner, même à Rebec, on pouvait s'entraîner, mais nous, les infrastructures à Tubize, on mis le terrain 1 à côté, c'était pas terrible du tout, quoi, tu vois. Donc on arrive, c'est galette, c'est billard, l'arrosage automatique, le ballon numéro, 150 personnes autour, le stade qui est quand même imposant juste à côté, tu vois, tu sens une atmosphère. Le stade est juste à côté de le terrain, le stade est juste à côté, on s'invite dans les vestiaires de matchs, donc tu sens cette atmosphère autour, les gens qui sont avec leurs journaux, tiens, Wouti a signé, machin bazar, tiens, c'est lui, il te regarde, tu vois. Médiatiquement, c'est plus... Médiatiquement, t'arrives, c'est plus lourd, il y a une pression, les gens te regardent. Ton premier entraînement, t'es moitié mauvais, ils vont dire putain, c'est quoi ce gardien qu'ils ont été chercher, machin bazar. Même si j'avais fait des gros matchs auparavant contre l'Antwerp et qui m'ont sûrement vu jouer contre l'Antwerp quand j'y étais à Tubize. Mais voilà, le jugement est vite fait aussi, et comme tu dis, comme on a discuté au début là tantôt, c'est des entraîneurs gardiens, on a 10 000 dans les tribunes, tu vois. Donc il y a tout ça aussi qu'il faut aussi y penser, et finalement quand j'ai commencé, ça s'est super bien passé au niveau des entraînements. Et au niveau de la presse, c'était compliqué parce que c'est pas connu l'Antwerp pour avoir une presse très clémente. Et est-ce que un francophone qui arrive là, il n'y avait pas ce... On attend beaucoup de toi. On attend beaucoup de toi parce que déjà je suis transféré, je suis en presse Brunson, je suis pas venu gratuitement. Donc ça aussi, je suis venu quand même pour 80 000 balles. Les mecs vont te dire, écoute, le garçon, on a été chercher à Tubize pour 80 000 balles, il n'en touche pas une, il a deux mains gauche. Enfin, voilà, ça peut aller vite, il y a ça aussi, il y a quand même de l'argent qui est sorti, les gens le savent aussi. Je prends la place d'un néerlandophone, d'un flamand pure souche du club, tu vois ce que je veux dire. Donc, j'arrive, je le mets sur le côté, et moi j'arrive et je prends sa place en tant que francophone, et pour eux, même si je suis bruxellois, je suis wallon. Voilà, mais ça s'est très bien passé parce que je suis gentil, parce que je suis gentil, je pense, mais j'ai même jeté des fleurs, etc. Mais voilà, je suis posé, je suis ouvert à tout le monde, je discute, je suis quelqu'un de jovial. Donc voilà, donc ça s'est très très bien passé. Et dans le groupe, il y a une bonne entente, etc. Malgré tous les étrangers, tout. C'est compliqué. C'est une entente professionnelle en fait. Ouais, c'est professionnel. C'est-à-dire que tout le monde joue sa place, tout le monde joue sa carrière. Ouais, c'est ça. Tout le monde veut jouer, tout le monde veut faire son transfert, tout le monde veut gagner son argent. Et donc, tu as moins cet aspect groupe, famille, machin bazar, comme on pouvait avoir à Tubize, où on était un groupe, où on était un collectif. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que Tubize est monté pas nous aussi. Tu as toutes les nationalités différentes, tu as 4-5 Serbes. Et les Serbes à l'Antwerp, il y a toujours eu des grands joueurs serbes à l'Antwerp qui s'y sont passés. Ils sont compliqués à gérer, ces Serbes, quand ils sont ensemble, ils ne sont pas faciles, ils sont les uns avec les autres. Il suffit que tu en aies deux qui sont vraiment titulaires, qui sont bien avec le coach, qui vont parler pour leurs collègues, etc. Puis tu as la table avec tout ce qui est sud-américain. C'est pas évident aussi, on les voit quand tu vois des équipes argentines, ils rouspètent surtout, ils râlent, tu vas dans un duel d'entraînement, ça se termine presque en bagarre. Puis tu as tous les Africains,
hein, tous ceux qui viennent un peu du bled, Nigeria, etc., il y en avait quand même pas mal. T'as les francophones, t'as les flamands, donc quand tu vas manger, après l'entraînement, quand t'es à la table des francophones, t'as la table des serbes, t'as la table des africains, t'as la table des slaves, des sud-américains. Et voilà. Et il n'y avait pas cette entente, malgré d'avoir justement cette multiculturalité, il n'y avait pas cette entente, ce groupe quand même. Je pense que voilà, tout n'est pas acheté, je pense qu'il y avait quand même cette bonne entente dans le groupe entre toutes les nationalités, etc. Je pense que le coach arrivait à faire quelque chose de correct. Bien sûr, mais c'est pas familial comme un petit club de Tubize ou c'est un club beaucoup plus familial. Là, on arrive sur un monde professionnel où tout le monde veut jouer, tout le monde veut gagner. T'es payé pour. En fait, c'est un boulot, quoi. C'est un job, quoi. Voilà. Sauf qu'à Tubize, tu l'étais aussi, sauf qu'on le voyait différemment. Hein, Tubize, tu gagnais, c'était la fête, on changeait en vestiaire, on sautait, en tiers, tu gagnais, c'est normal, il n'y a pas de fête. T'as gagné. Heureusement que tu as gagné, tu as joué contre Est, c'est des amateurs. Oui, je comprends. C'est le milieu plus professionnel. Et les gens attendent énormément de toi, attendent énormément de l'équipe. Et d'ailleurs, la première année, on commence pas très bien d'ailleurs. Et après, je sais pas moi, 7-8 matchs, on perd un match à Courtrai. Et on revient avec le bus et il y a 500 supporters devant le stade qui nous attendent à secouer le bus, à taper dans les carreaux, etc. Donc on doit être escorté par la sécurité pour être mis dans le vestiaire. C'est des fans. Si tu perds, c'est des fans. Il passe une semaine de merde. Hein. Si t'es battu le week-end, toute la semaine, c'est de la merde. Hein. Alors si t'es battu le week-end, tu te balades en ville, te balades pas trop parce que tu vas te faire rentrer dedans. Par contre, si tu gagnes, t'es le meilleur, on paye à boire, on paye à manger, tu fais ce que tu veux. Mais quand t'es battu, tu sors que quand les victoires en fait. Reste chez toi, quoi, parce que c'est vraiment ça. Ouais, non. Et du coup, par rapport à rebondir par rapport à ce fanatique, etc. Ma prochaine question, c'est vraiment les matchs avant le Berscott, si c'est le rival attitré entre guillemets. C'était comment la semaine avant? Moi on en a joué que un. Parce que Berscott était en première division, on était en deuxième à ce moment-là. On a joué un match, c'était pour l'anniversaire du club, je ne sais plus c'était le 125 ans du club, etc. Donc c'était un amical avant-saison. Un amical qui n'en avait pas. Un amical là-dedans. C'était en préparation, tu sentais la pression arriver. Mais ça, c'est même en championnat, tu commençais le lundi, tu étais à l'entraînement, tu t'entraînais. Les gens étaient là, au plus tu t'approchais du match, au plus tu sentais le match arriver. Hein, au plus il y avait de monde, au plus il y avait de l'attente, etc. Et comme le Berscott, c'était ça, mais x10. C'est-à-dire que tu avais 500, 600, 1000 personnes à l'entraînement pour voir. Pour te dire, ok, championnat, tu peux le perdre, mais ce match-là, tu peux pas le perdre. Ouais, c'est un peu les supporters du Standard contre Anderlecht, c'est le même truc. Ouais, je veux dire, si tu fais 8e, c'est pas grave, on s'en fout, t'auras battu le Berscott, c'est ok. Voilà, c'est ça, c'est vraiment ça. Et on joue ce match chez nous. On joue chez nous, je crois qu'on joue canicule un dimanche, il faisait chaud à crever. Et je crois qu'on joue à 16h et à midi, le stade était déjà rempli. Ah ouais. Il y avait DJ, tout bazar, le stade était rempli. Le stade rempli, c'est 15-16 000 personnes. Et on gagne ce match-là 1-0. C'était la fête. Les supporters et tout ça, il y a une rivalité qui est réelle et qui est plus une rivalité même. Tu le sens, même quand tu es en ville et que tu es joueur de l'Antwerp, tu te balades avec ta voiture, avec tes logos de l'Antwerp et tout partout, tu croises des gens du Berscott, voilà, regarde devant toi et ne tourne pas la tête. J'ai déjà retrouvé ma voiture avec des GBA sur le côté tagué, etc. Ah ouais, carrément. Bien sûr, c'est fou. Ouais, c'est vraiment une rivalité. Mais t'as pas peur à un moment donné Non, t'as pas peur, mais voilà, il y a une rivalité. L'Antwerp, on sait très bien, là, c'est des supporters, ça a toujours été les plus dangereux depuis un petit de Belgique, hein, donc c'est pas des anges, hein, quand on jouait en déplacement, partout où on allait, c'était match à risque, hein, c'était autopompe, ils venaient toujours à 1000, 2000, 3000, s'ils peuvent venir à 3000, c'est autopompe, c'est la sécurité, c'est le bordel, tu vois, et ça tu le sens, quand tu arrives avec le bus, et que t'as la police partout, t'as les hélicoptères, voilà, tu sens que tu te déplaces, et toutes les équipes qui t'attendent, elles t'attendent de pied ferme parce que t'es l'Antwerp aussi. Et... Après, ça doit être aussi très porteur d'avoir des supporters qui sont derrière pendant les matchs, parce que ça fait le 12e homme. Quoi. Ouais, mais ça, on y revient de nouveau sur le côté mental. Soit c'est porteur, soit ça te tue. Oui, en effet. Ouais. Mais en tant que joueur, de ton point de vue, c'est porteur. Ouais, c'est porteur. Et c'est ce que j'ai perdu dans le niveau amateur. Moi. C'est ça que j'ai eu du mal. Moi, c'est porteur. Voilà, c'est porteur. Jouer devant le bruit, le machin, tu vois qu'il y a une attaque qui se fait, tu entends le stade, tu entends la frappe, l'arrêt, tu entends ce bruit qu'on connaît tous, amateurs de football, quand il y a un arrêt qui s'appelle tu vois, ce truc qui te met des frissons, où tu te relèves, tu te dis, il n'y a personne qui va mettre un but ici, tu vois. Si tu arrêtes un arrêt à l'Antwerp,
Mais en Ça doit chantant, automatiquement, ça doit être vraiment impressionnant. Automatiquement, on chante ton nom derrière, tu as tout le stade qui change ton nom, et même si tu es en deuxième division ou autre, tu as 5-6 000 personnes à tous les matchs minimum, et quand tu es dans les top matchs, tu as 10, 12, 15 les matchs importants, donc voilà, c'est agréable, c'est pour ça qu'on joue au foot aussi, c'est pour avoir ces émotions-là. C'est clair. Et du coup, comment tu vis ton séjour à Lanter pendant toutes ces années-là? Tu as vu passer énormément de monde parce qu'il y a un partenariat avec Manchester United. Ouais. Donc du coup, pas mal de joueurs, de très bons joueurs, comme je le disais au début. Mais comment tu le vis? Tu t'es titulaire indiscutable pendant toutes les années ou il y a des moments où c'est un peu plus compliqué? Première année, comme je t'ai dit, je vais partir, je devais jouer, il part pas. Finalement, il reste, celui qui joue. Moi, je me retrouve sur le banc. Il se blesse à la trêve hivernale. À ce moment-là, on n'était pas très bien. Et je joue le deuxième tour, on fait un super deuxième tour et on se qualifie pour le tour final, pour les playoffs. Et comme je t'ai expliqué là tantôt, au niveau du tour final, il me dit que je dois jouer. Et le dernier jour, le premier match contre le Lierse, il m'appelle et il me dit non, Kevin, finalement, j'ai changé, on va mettre Ristovic, il a sa dernière année de contrat, je dois le mettre en lumière, il a fait beaucoup pour moi. Ok, donc deuxième saison, Ristovic est censé partir, donc ils vont chercher Vincent Van Trier, qui venait de Malines, pour mieux concurrencer. On change d'entraîneur, mon entraîneur de Manchester United rentre à Manchester et on va chercher un Serbe, Davidovic. Davidovic qui est un Serbe où son agent est l'agent du gardien de but Ristovic. Donc là, il veut le faire signer absolument. Le président Eddie Waters ne veut pas parce que lui, il investit de l'argent sur moi. Il dit non, c'est Kevin qui doit jouer, etc. Kevin serait gardien numéro 1 et voilà. Et ça a duré toute la préparation, c'était dans les journaux, les machins, tu vois, tu te prépares, mais tu sens le truc arriver, tu vois. Et vraiment à la fin du transfert, à la fin de la période des transferts, il refait Ristovic, et Ristovic arrive, et il met Ristovic dans les buts, alors que je fais toute la prépa. Et cette année-là, je joue peut-être 2 matchs contre Saint-Tron, je crois, 2 matchs contre Saint-Tron, d'ailleurs les 2 allers-retours, contre le Saint-Tron de Mignolet d'ailleurs, qui venait de redescendre, comme je t'avais expliqué là tantôt. Et on fait le tour final aussi là et on monte pas. Troisième année là je joue. Donc là je me retrouve avec Ferhat Kaya, un autre gardien qui venait du côté du Limbourg, je sais plus où. Et là je joue pratiquement toute la saison. Et je fais une très bonne saison, je commence très très bien, je fais des très bons matchs au début contre le Lierse, etc. Et là j'ai déjà plein de clubs qui arrivent et ils m'appellent un jour après l'entraînement au bureau et me disent Kev, voilà, on va signer un nouveau contrat alors qu'il me reste encore 2 ans. J'avais signé 5 ans et il me restait encore 2 ans après ça et sans l'option et il me dit on va signer un nouveau contrat et là ils m'ont reprolongé et là même j'avais déjà signé un très bon premier contrat pour mon premier contrat là-bas, je trouvais déjà ça plus que très très bien et là ils m'ont donné tout ce que je voulais entre guillemets pour que je reste et là j'ai signé et là j'ai fait une très grande saison. On a fait le tour final, non on ne s'est pas qualifié pour le tour final cette année-là. Sur le dernier match, je fais une erreur contre OHL. Je rate une sortie aérienne et Arbaoui est dans mon dos, il me met une tête piquée et on perd ce match-là. Non, on fait 2-2 alors qu'il me fallait une victoire. Et Louvain monte sur ce match-là. Eux, ils avaient besoin d'un point et voilà, ils montent sur ce match-là. C'était un match très attendu, comme je t'ai dit, le stade était complet, c'était fin de saison. Et ils l'ont gardé quand même un peu là, les supporters, malgré tout. C'est comme ça, ils l'ont quand même gardé là. Et alors, la dernière année, j'étais encore là. Et là, ils ont ma cinquième année. Théo de Fournier est arrivé de Lyon en prêt. Et donc, là, je me suis retrouvé avec Théo en prêt qui est arrivé de Lyon, qui devait jouer, qui était un très bon gardien, jeune, il avait 18-19 ans, un truc comme ça, avec qui je me suis très bien entendu directement. Moi, quand je suis avec un gardien, je ne suis pas là pour lui faire la guerre, on est là pour se tirer vers le haut. C'était une de mes questions, c'est comment ça se passe l'entendre moi, je ne suis pas quelqu'un qui est là pour mettre des mauvais ballons à l'autre gardien à l'entraînement juste pour faire chier ou une bagarre où je ne lui parle pas. Non, c'est de bonne guerre. Moi, c'est de bonne guerre. Voilà, je me donne à fond, je joue, mais je me donne à fond, mais je ne vais pas commencer à taper. Je pars du principe que je ne fais pas aux autres ce que je ne veux pas qu'on me fasse. C'est tout. Donc, tranquille, on est là, on est à fond, on tire vers le haut, on a une bonne entente, c'est bien. Si tu joues, je suis là pour toi. Si je joue, j'espère que tu seras là pour moi. Et c'est comme ça que j'ai fonctionné avec Théo. Théo a joué, j'ai toujours été là pour lui. Même quand c'était l'hiver, qu'il faisait froid, que ses gants étaient trempés, qu'il avait froid aux mains, à la mi-temps, je lui chauffais ses gants sur la machine pour sécher les cheveux, là, tu vois, je mettais ses gants, etc. Je suis deuxième gardien, je peux lui dire, vas-y, dégage, je vais te faire foutre.
Hein, mais je le fais parce que c'est un bon gars, parce qu'on est comme ça ensemble, et puis voilà. Et puis on arrive à la trêve. À ce moment-là, on a été repris aussi par le club, a été repris par Jos Verhagen, le président du Berscott. Donc c'est tendu. Ouais, donc ils prennent le club, ils amènent quand même pas mal de joueurs, comme Tosin Dosunmu, ils en amènent d'autres. Ils diminuent un peu les contrats, les primes, etc. Moi j'étais un des plus anciens, j'étais sur l'ancien contrat, et ça créait des problèmes avec certains joueurs parce que moi je gagnais autant à la victoire et eux ils gagnaient pas ça, alors que je jouais pas, ils trouvaient ça scandaleux, et ça commençait à être tendu un peu à ce niveau-là. Et donc à la trêve, ils veulent me faire partir. À la trêve de ma dernière année de contrat, ils veulent me faire partir. Je trouve une porte de sortie pour aller jouer en Bulgarie, au Levski Sofia. J'avais eu 2 propositions avant que j'avais pas accepté en Arménie, etc. Et là, j'ai Levski Sofia qui vient, et j'ai l'agent qui téléphone, et c'était le dernier jour des transferts. Il me dit voilà, tu peux signer au Levski Sofia qui joue la Coupe d'Europe. Le club bulgare qui joue la Coupe d'Europe, hein, d'ailleurs encore à l'heure actuelle, je pense. Oui, ils sont dans les premiers en Bulgarie, je sais pas, mais c'est une équipe qui joue tout le temps. Et il me dit écoute, tu dois partir demain d'Amsterdam, à 14h, tu as un avion, tu dois aller en Bulgarie pour signer ton contrat. Je dis ok, il me propose de l'argent, c'est pas plus que ce que j'avais à l'Antwerp, mais je dis ok, première division bulgare, je dis c'est ok. J'ai l'expérience. Ouais, voilà, j'avais ma compagne qui était venue me rejoindre sur Anvers parce que j'avais un appartement, je vivais à Anvers, hein, j'ai vécu 5 ans là-bas, et qui terminait ses études, ses cours du soir, et qui était là, et qui me dit ouais, mais je dis écoute, je pars, reste, garde l'appartement, même si c'est l'appartement du club, je continuerai, je paierai moins le loyer, etc. Il n'y a pas de souci, continue tes études. Et je voyais que ça ne me plaisait pas, elle voulait que je reste, elle dit non, si c'est comme ça, moi je m'en vais, qu'est-ce que je fasse dans cette vie tout seul, je ne parle même pas le néerlandais, rien. Et finalement, le dernier jour, je téléphone le lendemain et je dis écoute, je ne viendrai pas. Et pour la petite anecdote, j'arrivais sur mon téléphone, il disait moins 30 degrés. Moins 30. Moins 30 degrés là-bas. Là-bas ouais. Et je n'y vais pas. C'est quoi ça va brûler? Je dis putain, c'est quoi, c'est moins 30, ils sont fous quoi. Et je l'appelle et je dis écoute, non, je n'y vais pas. Et puis le lendemain, je vais au club pour aller, mes affaires sont devant le vestiaire. Ah ouais? Ouais, tu peux aller dans le maillot B. Ah ouais, vraiment? Ouais. Donc là, je me retrouve dans le maillot B, je m'entraîne 2 fois semaine le soir, je fais pas de match le week-end. Les gens se demandent pourquoi je suis dans le maillot B, quelle est la raison, machin. Donc j'ai des journaux qui m'appellent, tout ça. Je dis écoute, ouais, ils vont me mettre dans le B parce que j'ai refusé une offre. Mais bon, voilà, moi, il me reste 6 mois, je m'en fous, je suis dans le B, je suis payé, je m'entraîne 2 fois semaine, 1h30, tranquille. Ils voient l'article. Ouais. Il m'appelle, il me dit tu sais quoi, t'es payé pour rien faire, tu vas aller tous les matchs sur l'équipe réserve sur le banc. Ça, il m'a envoyé à gauche, à droite sur le banc. Je dis ok, pas de souci, pas de problème, donc j'y allais, etc. Puis Théo se blesse. Et là, il n'y a pas de gardien. C'est un jeune qui est en 3e, et ça ne va pas. Et là, les gens et le coach disent écoute, il faut reprendre des outils dans les buts, il faut le réintégrer, c'est pas possible. Et trop de fierté. Trop de fierté pour me reprendre. Ah ouais. Donc, il ne me reprend pas. Et là, on termine 10e, 11e, on ne gagne plus un match sur le 2e tour. Et voilà. Et à partir de ce moment-là, je quitte l'Antwerp. Ouais. Et donc voilà, mais voilà, c'est un club qui me tient à cœur, que je supporte parce que j'ai passé 5 ans magnifiques là-bas, j'ai vécu des expériences. J'ai pu aller jouer dans des stades comme à Bristol City, à Hull City, j'ai joué comme Getafe, j'ai joué en Écosse, je ne sais pas combien de matchs contre des équipes de première division, Hearts, Dundee United, Falkirk, c'est tous des trucs que Manchester United réserve. Voilà, c'est tous des trucs que j'ai pu vivre et que j'ai pu le milieu professionnel par rapport avec eux. Donc voilà, et c'est un club que je respecte énormément par rapport à tous ces supporters, etc. C'est incroyable. Et du coup, tu pars à Dender. Ouais. Dender qui est en Division 3. Donc division 1. Ils viennent de descendre. Ils viennent de descendre, Division 3, donc Division 1 amateur à l'heure actuelle. Et du coup, même question un peu que avant, ça se passe comme. Enfin, tu as un peu introduit entre guillemets, mais ça se passe comment concrètement le transfert? Parce que voilà, ça se passe pas bien du côté d'Antwerp. Du coup, tu pars à Dender dans des conditions un peu compliquées. Et comment ça se passe de l'autre côté? Je suis pas de contrat, donc je suis libre. Et j'ai Jean-Pierre Van de Vel qui me téléphone. Jean-Pierre Van de Vel qui était l'entraîneur de Denderleeuw à ce moment-là. C'était l'entraîneur qui était de Denderleeuw quand ils étaient en première division. Il voulait déjà me faire venir quand ils étaient en première division. Donc ça, c'était pas fait. J'étais parti plutôt à l'Antwerp parce qu'ils avaient pu payer la somme requise. Donc j'arrive dans un club où je viens de l'Antwerp, donc j'arrive d'une autre manière. J'arrive au Kenmoti, gardien d'Antwerp, on connaît, machin bazar.
dans un vestiaire, voilà, je fais ma place directement, j'ai l'expérience derrière, de ce que j'ai vécu aussi autour, donc j'arrive full confiance là-bas. La première année, je fais une très, très grosse saison, je termine meilleur gardien de la série, meilleur joueur par les supporters, je m'y plais super bien, c'est un super club, les gens sont gentils, les infrastructures sont top. Et la deuxième année, on a un peu plus difficile. Hein, et Jean-Pierre arrête la première année. Et là, c'est Niki Hayen qui arrive. Hein, c'est sa première expérience en tant que coach, Niki, qui arrête de jouer à l'Antwerp et qui vient comme entraîneur de Denderlecht. Super gars d'ailleurs. Je suis content pour lui des résultats qu'il a fait à Bruges et qu'il fait maintenant à Genk encore. Parce que c'est vraiment un bon gars, parfois un peu trop gentil. Mais voilà, c'était sa première expérience, il y est resté, et puis c'est Christiansen qui est... On était descendants dans les passes descendantes, et puis c'est Christiansen qui est arrivé, là on s'est sauvé. Et j'ai passé 2 magnifiques années là-bas, c'était un super club vraiment. Et du coup, là-bas, tu rencontres un certain Sébastien Stassin, de la famille Stassin, l'oncle de Lucas, qui joue à Saint-Etienne. Et c'est connu pour être une famille de footballeurs. Voilà. Et du coup, comment ça se passe ? Ça se passe très bien parce que moi je le connaissais très bien, puisqu'il jouait déjà en D2 auparavant à Lommel. Donc il arrivait en même temps que moi, donc on était 2 transferts rentrants, lui de Lommel et moi de l'Antwerp, lui défenseur central, moi gardien. Donc voilà, on avait un peu misé sur nous pour la stabilité défensive, entre guillemets. Je connaissais déjà son frère, donc le papa de Lucas. Et donc voilà, on a une bonne équipe. J'ai Yanis Papasarantis qui est là aussi, qui était au Standard. J'ai Mehdi Terki. On a Coping qui était à Bruges. On a une bonne petite. On a Michael Tirpan. Après qui est passé par Moncron, qui a joué aux Pays-Bas pendant des années, qui joue encore maintenant en première division aux Pays-Bas. On a vraiment une très très bonne équipe, on a un bon groupe aussi, c'était super sympa, franchement c'est de très bonnes années là-bas. Et du coup tu as une anecdote particulière de ton passage à Dender ? À Dender, c'était des blagues tout le temps, on avait mis la voiture, on avait un Serbe à l'époque et on rigolait toujours avec lui parce qu'il démarrait toujours en quart de tour, etc. Et on avait mis sa voiture sur le terrain et on avait mis les 2 buts, les 2 grands goals l'un contre l'autre et on avait attaché avec des cadenas et tout le monde s'était barré. Quoi. Donc il avait sa voiture au milieu de terrain attaché avec des cadenas. On rigolait, c'était toujours des blagues comme ça. C'était vraiment bonne enfance, bonne enfance. Club-là, à l'Antwerp, on a eu un moment difficile aussi au niveau des finances. Il y avait un curateur qui était là à un moment, qui déchirait carrément sur les recettes des matchs parce qu'à un moment, il y a eu un moment difficile avec Eddie Waters. C'est pour ça qu'il a dû revendre le club à celui d'Uberscott. Et ça nous est arrivé 2 fois, c'est qu'on termine l'entraînement, on va sur le parking, il n'y a plus aucune bagnole. Carrément. Donc le Mazda était venu, Mazda était venu et avait récupéré toutes les bagnoles avec le double des clés, vu que c'était des voitures de société, parce qu'ils n'avaient pas payé. Donc on se retrouve tous sur le parking sans bagnole, sans rien, quoi, tu vois. Il y en a qui doivent rentrer en train, d'autres en bazar, tu vois. Et le lendemain, on devait jouer un match et on avait dit, ok, soit les voitures, on les a le lendemain, ou soit on joue pas de match, quoi. Le lendemain, on les avait, quoi, tu vois. Et c'est des trucs, voilà. Et ça arrivait 2 fois, même ça, donc... C'est impressionnant. Et du coup, ensuite, on continue la suite de ta carrière. Tu pars là pour la promotion, qui est, entre guillemets, je répète, la 2-2 amateur, des 3 amateurs regroupés maintenant. La promotion qui est à un très bon niveau à l'époque, notamment à Rebec et au FC Léopold. Donc, comment ça se passe, le changement de niveau, parce qu'on passe de D3 à de la promotion, même si ça reste du bon niveau, mais ça reste un peu plus amateur, je pense. Et donc, du coup, comment ça se passe ? Quand je suis à la fin de Dender, j'ai encore le Cercle de Bruges, j'ai Louvain aussi, donc qui est encore là, avec qui je discute. Et j'ai le White Star. Le White Star, qui est une très bonne équipe à l'époque. Qui était une bonne équipe à l'époque. D'ailleurs, l'année, là, je dois aller au White Star. Donc, je vais avec mon agent qui est Philippe Faustier, qui est devenu agent entre-temps. Qui est devenu mon agent. Donc, Philippe, qui est encore agent d'ailleurs. Donc, on va au White Star discuter avec lui, qui est agent de Benjamin Lambeau aussi, etc. Donc, tous les anciens partenaires. Ouais, voilà, c'est ça, tous les potes. Et on discute à l'époque avec Bico qui a fait un ami des hasards, etc., qui a fait beaucoup de magouilles, etc. Et on va discuter là-bas. Et je te dis,
vois, c'était une année, c'était la Coupe du Monde, c'était l'Euro, et ils étaient déjà occupés à s'entraîner, quoi. Tu vois, je suis là, c'est quoi ce truc ici? On est en prépa, enfin, je veux dire, la prépa n'a même pas commencé nulle part, qu'eux, ils s'entraînent déjà, quoi, tu vois. Et on discute au club, et on sent pas le truc avec Bilko, franchement, il n'y avait rien de sain, il n'y avait rien de correct, rien de. Ouais. Donc, je dis, écoute, laisse tomber, j'y vais pas. Dans ma tête, j'étais déjà préparé à un moment que j'allais travailler. Ouais. J'allais arrêter, que j'allais travailler. J'ai toujours eu ça dans ma tête. Je me suis jamais posé la question au moment où ça s'arrête de dire putain, je fais quoi maintenant? Non, j'étais préparé. Parce qu'une carrière de footballeur, ça a une date limite. Ouais, exactement. Et j'y étais préparé. Donc là, je me dis, laisse tomber, j'y vais pas. Et j'ai Rebec qui m'appelle. Pourquoi? Parce que le président, c'était un ancien gros sponsor de Tubize à l'époque, quand j'y jouais. Et qui me dit écoute, Kev, viens jouer chez ma promotion. Et il me donne un cachet. Évidemment. Énorme. Bah oui, énorme, parce que quand il y a des clubs comme ça de promotion qui veulent attirer des grands joueurs, bah ils mettent l'argent. Bien sûr, scandaleux pour une année, franchement c'est scandaleux. Mais bon, ils me les donnent et au-delà de ça, je me dis ok, ben voilà, financièrement c'est bien et je vais trouver un travail et j'aurai ça plus mon travail et je dis ouais, c'est le moment, quoi, tu vois, j'ai fait le tour, je dis c'est ok. Et bon, j'arrive comme ça à Rebec et c'est pas évident. C'est pas évident. J'ai vu l'interview de Greg qui disait aussi quand tu passes de te réveiller, t'entraîner, faire ta sieste, partir t'entraîner ou pas. Et là, j'avais été engagé chez Orange. Je travaille chez Orange à Bruxelles. Je me réveille, je vais au boulot, je termine le boulot, je me dépêche, j'ai un entraînement, je vais dans les embouteillages, j'arrive à l'entraînement, je baille la moitié de l'entraînement. Je suis fatigué. Je ne suis pas habitué à ça, donc je suis claqué, c'est compliqué pour moi au début de trouver vraiment ce rythme-là. Pourquoi? Parce que le jeu est différent aussi. Là où avant on te mettait le ballon et là où on te met maintenant, c'est qu'on ne te met plus au même endroit. Et ça, il faut pouvoir le comprendre aussi. Et c'est compliqué. Je fais une très bonne préparation, je fais des gros matchs, mais voilà, je suis quand même assez fatigué. Et puis pendant la saison, je ne fais pas une grande saison. C'est très difficile, le transfert est très dur pour moi. Comme je te disais, le fait de passer à autant de personnes et des médias, des trucs, un vrai match de foot, tu as passé un match amateur où tu as 3-4 personnes, 10 personnes et tu entends les commentaires sur le bord du terrain et tu n'as rien qui t'emporte, tu n'as rien qui t'emmène. C'est pas, le passage au football pro, semi-pro à l'amateur, c'est une transition quand même compliquée. Très compliquée. Et tu ne peux pas croire que tu vas aller au football amateur et que ça va être comme ça pour toi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui jugent énormément, disent ouais, il vient de plus haut, donc du coup ça va être facile pour lui. Et au final, en fait, c'est pas du tout facile. Non, pas du tout. Ouais. C'est complètement différent. Déjà, tu t'entraînes mardi, ok, jeudi, match dimanche, on s'entraîne plus. Oui, c'est ça, tu t'entraînes 2 entraînements. Du jeudi au dimanche, tu t'entraînes pas. Ouais, j'ai jamais fait ça de ma vie. Moi, je m'entraînais tous les jours ou parfois 2 fois par jour. Et la veille du match, je m'entraînais encore. Et là, je ne m'entraîne pas. Et le rythme est compliqué. Et j'arrive le week-end au match, j'ai les jambes lourdes. Je te jure, j'ai les jambes lourdes. Et je ne suis pas bien dans mon corps. Tu vois, je prends un peu de poids parce que je suis plus. Mon corps est habitué depuis que j'ai 6 ans, comme tu dis, à un niveau national, formé, à t'entraîner pratiquement tous les jours et à être sélectif surtout. Et au moment où tu t'arrêtes, et même ton corps, tu le sens, il commence à se réveiller. Quand tu plonges tous les jours par terre, pour ton corps, il a assimilé que c'était normal. Une fois que tu le fais plus de 2 fois par semaine, tes douleurs commencent à se réveiller, le dos, les épaules, les trucs. Et là, je commence à avoir très mal au dos et je joue pratiquement une saison avec un mal de dos de chien. Mais voilà, je fais ma saison et je suis pas bon. Franchement, je suis pas au niveau que je dois être. Et donc, du coup, après, tu pars au Léo qui était avec Olivier Suraille qui était l'entraîneur. Et là, je fais un bon premier tour très bien. Et à la trêve, j'ai dit que moi je vais déménager, que je m'en vais dans une autre province. J'avais acheté un terrain sur Bastogne pour construire. Tu avais déjà acheté un terrain sur Bastogne? J'avais acheté un terrain sur Bastogne, c'était prévu c'était dans ma tête que j'allais y aller. Je ne savais pas quand, quoi qu'est-ce, c'est le moment. Et bon, là, il me dit écoute, Kev, si tu pars, ça ne sert à rien de faire le deuxième tour. On va privilégier l'autre gardien, forcément. Et il me dit écoute, je te paye jusqu'à la fin. Et c'est bon, tu dois plus venir, quoi. Si tu veux, tu peux venir, mais c'est pas obligatoire. Donc, je suis plus venu. Et là, tu pars à Bertry, du coup. Mais là, je pars à Bertry, mais là, en fait, j'ai contact avec Philippe Huberti, qui est un ami de la famille de ma compagne.
président de Givry. Donc je discute, il y avait Picard qui m'appelle encore à l'époque, qui me dit ouais, Kev, j'aimerais bien que tu viennes, machin bazar, et c'était Samuel Baudet qui était au but, etc. Et puis ils ont estimé que la cohabitation entre Baudet et Wauty, pour un club comme Givry, ça allait être compliqué. Parce que Sam, c'était quand même le capitaine de Givry, c'était quand même un gardien emblématique dans la province. Moi, je ne le connaissais pas, entre guillemets, mais je le connais, je ne comprends pas très bien avec lui. Voilà, et puis j'estimais que ça allait peut-être être compliqué tous les deux ensemble de cohabiter, en sachant que poste de gardien, il n'y en a qu'un qui joue. Donc à ce moment-là, il y a au dernier moment, il me dit Kev, ça ne va pas se faire, ce ne sera pas possible, j'ai ça, machin bazar, ok. J'arrive là, je fais quoi? Je connais personne, j'arrive nulle part, et là, c'est Fabien Hamel qui me téléphone. Le gardien de Virton. L'entraîneur de gardien. J'ai Fabien qui me téléphone parce que il connaît Théo de Fourny et Théo savait que je venais habiter par là et il dit écoute, il y a Wauty qui vient habiter dans la province de Luxembourg, tu cherches un gardien, ok, prends Kevin. Et là j'arrive à la fin du mi-août, un truc comme ça, j'arrive à Bertry où je me retrouve là-bas et je retrouve Jérôme Nolvo, que je connais très bien parce qu'il a joué au Brussels pendant des années en D2 chaque année, comme Quentin van der Malen, que je connaissais très bien via Philippe Postier et Benjamin Lambeau. Et je retrouve avec Thibaut Denoncin, qui j'avais joué à l'époque quand je jouais à René et autres, et on a une très bonne équipe avec les Lefort, avec Max Lambert, avec Warlemont, on avait Roset. Roset qui est l'entraîneur actuel, on avait Roset, franchement, on avait une super petite équipe, on avait une bonne ambiance, et j'arrive comme ça là-bas et je fais pas une grande saison non plus. Compliqué. Ouais, toujours le niveau, et j'arrive là, et il y a des hivers à moins, mais non, il y en a peut-être moins, mais il y a des hivers à moins 8, moins 10. L'Ardenne. Tu vois de la neige pour la première fois. L'Ardenne, ils n'avaient pas de vue, je fais toute la saison, et j'étais avec Axel Istas, Axel était deuxième gardien, il était encore jeune. Et c'était compliqué, ouais, franchement, je n'ai pas fait une grande saison. Ouais. On a fait dans un milieu de classement en D3 alors qu'on avait vraiment une équipe pour plus que ça, quoi. Puis après, tu vas à Givry. Et là, Sam, évidemment, quitte Givry. Et alors, du coup, voilà, la voie Bertry a des problèmes. Tout le monde s'en va. Et j'arrive à Givry la première année. Et on fait une saison normale, somme plus classique. Deuxième année, on monte via le tour final. C'est ça. Et du coup, 2 ans, donc c'est parfait, etc. Et ton dernier lieu, c'est Vonnoville. Là, tu es toujours là, mais tu as changé de casquette, évidemment. Ouais. Mais comment ça se passe un peu le changement de casquette donc tu arrives à Vonnoville en tant que gardien. Ouais. Et puis après, tu passes coach. Mais comment ça se passe le changement? À un moment donné, tu dis je raccroche les crampons et on te propose le poste de coach. Comment ça se passe en fait? Non, j'arrive à Vonnoville. Je quitte, je cherche un club, j'ai Bercheux, j'ai Tenville qui m'appelle, discuter parce que je ferme la porte à personne et je respecte tout le monde. Puis j'ai Vonnoville, Paul Lemans qui me demande de venir. Je dis ok, je vais aller à Vonnoville, ça a l'air bien. Ils étaient premiers en P2, donc ils allaient monter en P1. Je dis ok, P1 c'est bien. Donc je suis arrivé là, c'était l'année Covid. Donc on a joué jusque mars. Ouais, on était pas mal, on avait une bonne équipe. On a jusque mars, puis ça s'est arrêté. On a repris l'année d'après, je pense. Ouais, on a repris normal l'année d'après. L'année d'après, parce que ça s'arrête et puis on recommence. Ouais, je pense qu'on a repris l'année d'après. Voilà, j'ai fait des très bonnes saisons là-bas. Je me suis entendu avec tout le monde, toujours très bien. J'avais toujours dans la tête que je voulais coacher après. Je suis resté là comme joueur, comme gardien de but, et après j'ai eu un problème à mon dos, j'ai eu une hernie discale. Donc j'ai fait un deuxième tour sur ma 4e année avec des douleurs au dos, et je devais encore jouer une année, c'était con. J'y arrivais pas, je devais jouer mais j'étais blessé, j'avais une hernie discale, j'avais fait des infiltrations, etc. Donc c'était Alain Ourlet qui avait repris l'équipe, et moi je m'étais mis un petit peu dans le staff comme ça, et puis... Entraîneur de gardien? Non, mais pas, parce qu'on avait Laurent Lambert, entraîneur de gardien, qui est un très bon entraîneur de gardien, mais... je me suis mis dans le staff avec comme T3 entre guillemets, donc j'allais prendre un peu les décisions avec, on discutait, enfin voilà, pour me préparer tout doucement à récupérer le poste quand c'était le moment. On t'en parlait déjà à l'époque? Moi j'en parlais, je voulais le faire, je ne savais pas si ça allait être là ou si ça allait être ailleurs. Il fallait juste que le timing se fasse, hein, et le timing s'est fait. Alain a décidé d'arrêter avec le club, les résultats n'étaient pas bons. Et j'ai repris l'équipe sur les 10 derniers matchs de la saison. Et on est descendu parce qu'on
on a quand même pris plus de points que sur le premier tour, mais on est quand même descendu et finalement on s'est sauvé parce que Ed a arrêté. En effet, oui, c'est dernier-là qui arrête. Ouais, Ed a arrêté, donc on s'est sauvé. Et l'année après, on a fait 45 points, on s'est sauvé, et maintenant c'est cette année-ci, quoi. Ouais. Et du coup, moi j'ai voilà, des dernières petites questions par rapport à ton rôle d'entraîneur. Tu as connu le haut niveau. Ouais. Comment tu vois la perspective des jeunes maintenant? Tu ressens pas le fait qu'ils ont moins envie de foot? Ouais. C'est plus l'envie que tu as connue avant. Surtout quand on vient du monde professionnel, de voir des jeunes qui des excuses parfois qui sont un peu bateaux, c'est compliqué. Oui et non, c'est compliqué pour certains, peut-être moins pour d'autres. Grec a quitté Blé parce que c'était compliqué pour lui. Comme j'ai pu le comprendre. Morgan Matz avait quitté Florenville parce que c'était compliqué pour lui. Il a fait du très bon boulot à Montpellier. Oui, il fait du très bon boulot. Depuis qu'il a repris après Picard, ils ont perdu un match et ils jouent le titre. Tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas. On vit pas dans la même génération et qu'à un moment donné, il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Soit tu l'acceptes, tu sais comment ça fonctionne, mais tu prends le poste et tu le fais. Si tu n'es pas capable de l'accepter, ne le fais pas. Parce que ça part en vacances pendant l'année, ça va en week-end avec madame, ça va. Enfin, les excuses, c'est comme ça. Avant, on partait en vacances avant la préparation. Maintenant, on part en vacances pour éviter la prépa. Bien sûr, ouais, c'est ça. Ouais, et voilà, c'est comme ça. Et il faut accepter. Et on est dans la province du Luxembourg, donc c'est encore plus décuplé que ce qu'on pourrait voir peut-être ailleurs. Où, comme on le disait, les joueurs sont là pour jouer un petit peu au foot, s'amuser, boire leur verre après. Être en bande de potes et s'amuser entre potes. Et quand c'est clair et que tu l'acceptes, c'est OK. Tu le sais, donc voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Mais c'est clair que voilà, c'est complètement. Ça fait partie du foot. Mais oui, ça fait partie du foot amateur et voilà, c'est comme ça actuellement. J'ai une dernière question pour toi. Du coup, deux questions pour être exact. La première, c'est quel conseil tu donnerais à un joueur qui veut percer, un jeune joueur qui veut percer au niveau professionnel? Le conseil vraiment que tu donnerais? Tu sais, c'est difficile maintenant quand tu es jeune. Je ne sais pas si tu as déjà été voir des matchs du Standard, d'Anderlecht ou d'autres chez les jeunes. Chez les jeunes, non, pas forcément. Si, j'ai déjà suivi mon cousin qui allait dans un match-là. Va voir un match chez les jeunes. Franchement, tu as 10 000 pseudo-agents autour du terrain. Ah oui, bien sûr, les papas. Les parents, même pas. Même pas les parents. Les parents pensent que leurs enfants vont faire ci, vont faire ça, vont leur payer une maison, vont jouer à Manchester ou quoi. Pourquoi? Parce que tu as 10 000 personnes qui sont soi-disant agents autour, qui viennent monter les têtes des parents et leur faire miroiter certaines choses. Et puis ça rentre dans le crâne du gamin qui lui croit que, et puis ça devient pratiquement parfois plus un sport individuel que collectif parce que le gamin veut se montrer, parce qu'il espère jouer un jour là. Fais ton chemin, fais ce que tu as à faire, suis ton instinct, joue au foot, concentre-toi là-dessus. Ton heure viendra si elle doit arriver. C'est bien sûr. Pas forcer les choses. Pas dire, ouais, je vais quitter le Standard pour aller à Anderlecht parce que Anderlecht, il me donne 500 €, tandis qu'au Standard, il ne m'en donne pas. À cet âge-là, ça compte pas. On s'en fout tes 500 balles. Joue, prends du plaisir, joue là où tu es bien, fais ton boulot, monte, sois sérieux. Et quand on arrivera et que ce sera le moment, réponds présent. C'est tout. C'est ça. Les détachements sont bons. Ça sert à rien de forcer. Et ça sert à rien de croire que écouter tout ce qui se peut raconter autour des terrains, tout ce qu'on peut te promettre, concentre-toi sur ce que tu as à faire. Chaque chose a son temps. Et du coup, ma dernière question, c'est t'as pas une anecdote en tant que coach? On est parti voir un match, on est parti voir Molenbeek contre. Parce que de temps en temps, j'amène mes gars à Molenbeek. Contre Serein au tour final pour la montée en première division. Et je partais avec Paul Lemans, qui est notre coach. D'accord. Là, c'est une anecdote, pas en tant que moi coach, mais on est parti avec Paul Lemans et je suis parti avec Mike Picard, Raphaël Planchamp. On est parti à plusieurs joueurs et le lendemain, on jouait contre Florenville en championnat. Et on va voir Molenbeek, machin bazar. Et puis je les amène dans un bar à OML, un Pentos, un bar machin. On commence à prendre des bouteilles, machin bazar. Avec le coach, un peu le match, tu sais quoi, sur le retour, on s'arrête au trébuchet, ok, on va au trébuchet,
hop, trébuchet, puis il est je sais pas quelle heure, sauf qu'on a un match le lendemain, on est dans un état incroyable. Et on va jouer à Florentville où j'ai Mike Picard, mon capitaine, qui dort sur la table de massage, moi qui suis dans le mal, les autres qui sont au bout de leur vie, et on va jouer là-bas et on fait un match incroyable. Moi, j'arrête tout et moi, à Vonoville, en tant que joueur, je tirais les pénaltys. D'accord. C'est moi qui tirais les pénaltys et on gagne sur un pénalty que je mets à Murcia à la fin du match, un contre-pied tranquille, et on regardait le match là, mais voilà, c'est le truc du football amateur où tu es avec ton coach et c'est lui qui t'engraine pour sortir et aller boire des verres, alors qu'on joue pour une place pour le tour final, parce que cette année-là on fait une place pour le tour final, on se fait éliminer par Metz au tour final, et on devait gagner pour jouer le tour final, mais c'est ton coach qui t'engraine à sortir, aller boire des verres avant le match, alors que normalement c'est lui qui est censé dire écoute, Pascal, Molo, mais c'est lui qui tire encore au trébuchet jusqu'à pas d'heure, quoi. Mais ça c'est magnifique et ça c'est le football amateur et ça crée un groupe et c'est aussi ça que le lendemain on est à fond et tout nous réussit parce que quand tu as un coach qui sait fédérer un groupe, bien sûr, il y a beaucoup de coachs qui sont beaucoup dans cet esprit-là. Et c'est les meilleurs coachs, en tout cas, entre guillemets, parce qu'ils arrivent à créer un groupe. Surtout pour le niveau provincial et amateur, c'est hyper important. C'est hyper important. En P1, tu peux avoir une équipe avec énormément de qualité, mais des individualités, tu n'arriveras pas. Par contre, tu peux avoir une équipe avec beaucoup moins de qualité, mais un gros collectif, tu y arriveras. Bien sûr. C'est ça. Bien sûr. Et donc voilà, mais moi, des fêtards, j'ai toujours été dans des équipes de fêtards. Hein. À l'Antwerp, on sortait tout le temps. Je rentrais chez moi à 7h30, à 9h, j'étais au terrain. Hein. Si tu rentrais dans le vestiaire, mais on rentrait dans le vestiaire, ça sentait l'alcool. Ah ouais. Tellement tous les joueurs sortaient parce que c'est une ville qui bouge et tout le monde sortait et tous les jours il y a une fête quelque part et on faisait, on faisait que ça. Des joueurs arrivaient dans des états, même à Tubize, hein, des joueurs qui ont joué au niveau, parfois qui arrivaient bourrés, machin bazar. On sortait à Gand, en termes de sortie et tout ça, c'est ça, Tubize, en terre, on s'amusait comme des malades, mais on n'a pas toujours été très sérieux. Mais du coup, voilà. En gros, l'émission se termine du coup, mais je te remercie beaucoup, en tout cas, de ta disponibilité et puis du fait que généreux au niveau des histoires, etc. J'ai vraiment apprécié le moment. C'était vraiment très très bien. Je remercie aussi Kraken Art Studio qui est ici avec nous et qui vraiment au niveau du montage, etc. qui m'aident énormément. Je les remercie beaucoup. Et comme avec Greg, je te laisse le mot de la fin pour clôturer cette émission. Merci à toi de m'inviter. Comme je t'ai dit, ça me fait plaisir d'être venu aussi par rapport à toi. Hein, directement, on a quand même travaillé ensemble. Donc, quand je suis arrivé dans la province, le premier boulot que j'ai trouvé, c'est chez Proximus ensemble, hein, donc ça t'étais basé plus à Arlon, moi j'étais plus sur la route, mais voilà, on se croisait dans les petites fêtes, dans les machins, ou quand je passais on se croisait régulièrement et on parlait toujours, on débriefait toujours un peu du football, des week-ends, des matchs, de ce qu'on avait vu, etc. Et c'était toujours un plaisir et ça fait plaisir de te retrouver ici dans ce nouveau concept d'émission, parce que quand on est passionné de football, on y est, que ça soit pour être sur le terrain, que ce soit en tant que journaliste, que ce soit en tant que commentateur, que ce soit en tant qu'entraîneur, que ce soit, peu importe, hein, tout ce qui peut toucher le football, etc. Quand on est passionné, et peu importe ce qu'on fait, c'est pour ça que je t'encourage à le faire et à continuer, parce que je trouve le concept vraiment sympa pour le football provincial, et régional surtout. Merci beaucoup en tout cas. Et du coup, on se retrouve là, dans 2 semaines pour une nouvelle émission. Merci à toi. Merci.